On critique souvent l'accélération de l'histoire en disant qu'elle provoque d'abord une rupture avec la tradition, qu'elle bouleverse aussi notre rapport au passé et surtout qu'elle remet en cause la fonction institutionnelle, la fonction traditionnelle de l'histoire, celle qui en fait la source des leçons à tirer, et ce depuis l'Antiquité. Seulement, ce topos antique de l'histoire comme maîtresse de vie, eh ben, il a duré 2 millénaires, 2000 ans, avant de finalement disparaître, de se gommer au moment de la Révolution française. Et c'est d'ailleurs avec cette tradition qu'il fallait rompre, parce que on a marqué en 89 une césure. Une césure d'abord dans notre représentation du temps et du temps historique. Parce que le passé aujourd'hui n'est, on le voit tous les jours, plus de plein pied avec le présent. Et ça date de la Révolution. Et aussi parce que le futur est représenté à ce moment-là comme une promesse de progrès et plus comme l'annonce des fins du temps. Tout au long du 19e siècle, l'histoire va même s'élever, va vouloir s'élever en tout cas, au rang de science, d'abord pour se sauver, et c'est comme ça qu'elle rejette sa dimension pragmatique. Alors que dès 1820, dans ses cours sur la philosophie de l'histoire, Hegel, le grand homme Hegel, disait que, je le cite, l'histoire et l'expérience enseignent que les peuples n'ont absolument rien appris de l'histoire. Hayden White, d'ailleurs, a écrit un très bon essai sur le lien entre la professionnalisation de l'histoire au XIXe siècle et la perte de son rôle, de sa fonction de maîtresse de vie. C'est un livre qui s'appelle The Practical Past. Et à l'intérieur, Hayden White distingue le passé total, donc tous les événements qui sont passés, un peu la backstory si vous voulez, mais dont la plupart n'ont laissé d'ailleurs aucune trace, du passé historique, celui qui justement a été sélectionné dans ce passé total par les historiens, par les professionnels de l'histoire. Et il nous parle aussi, White, d'un passé pratique. Ce passé, c'est celui qui nous sert tous au quotidien, qui sert dans les moments de crise, dans les moments où on se demande, comme Lénine, que faire. Et dans le vieux modèle de l'histoire, justement, maîtresse de vie, eh bien, le passé pratique, il existait. Et il pouvait se nourrir d'ailleurs du passé historique. Sauf qu'à partir du XIXe siècle, ces deux formes vont complètement se séparer pour créer finalement ce que le roman historique, on va dire, est. C'est-à-dire le relais de cette histoire scientifique qui fait jouer le rôle du passé pratique. Et puis, il y a ce nouvel adage. Il dit en l'occurrence, que c'est la fictio magistra vitae. Et d'ailleurs, ce fut une prophétie auto-réalisatrice, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on va beaucoup trop vite pour que la connaissance du passé puisse encore nous être instructive, utile pour comprendre, pour déceler dans le présent des schèmes. La fiction d'ailleurs continue à jouer un rôle qui est supérieur aujourd'hui à l'histoire scientifique. La modernité n'a en résumé pas fait qu'accélérer l'histoire. Elle est allée plus loin. Elle a dissous le passé. Et Tocqueville, déjà en 1840, s'en inquiétait dans de la démocratie en Amérique, dans ses cahiers, lorsqu'il écrit que l'esprit, je le cite, marche dans les ténèbres, puisque le passé n'éclaire plus l'avenir. On est à ce moment-là, il y a presque 2 siècles, et ce qu'il ne voyait pas à l'époque, c'est que le lien irréductible au passé allait se transformer en fait, se transformer dans les processus d'accélération qu'ont suivi justement la modernité, la révolution industrielle, mais qu'il n'allait pas être brisé, qu'il n'allait pas, ce lien avec le passé, disparaître. Et d'abord, il faut bien se rappeler que la formule Historia Magistra Vitae vient d'un traité de rhétorique, un traité de Cicéron qui s'appelle De Oratore. Et il définit pour les orateurs justement cette conception pragmatique de l'histoire. Une conception qu'on avait à l'époque dans l'Antiquité en disant, je le cite, « L'histoire, témoin des siècles, flambeau de la vérité, âme du souvenir, école de vie, interprète du passé, quelle voix, sinon celle de l'orateur, peut la rendre immortelle ?» Parce que l'histoire, elle était déjà à l'époque, dans l'Antiquité, un instrument rhétorique, un instrument politique. On l'utilisait, on s'en servait. C'était un instrument d'éloquence,
un instrument de débat. Et c'est grâce à cette conception de l'histoire comme un trésor d'expériences disponibles pour toujours, qui a été ensuite légué par Thucydide. Vous savez, on reparlera, mais son histoire, la guerre du Péloponnèse, a laissé aujourd'hui encore dans les sciences politiques quasiment toute la base, toute la matrice de l'opposition, de cette fameuse distinction amis-ennemis. Vous savez, les Méliens et les Athéniens. Et d'ailleurs, quand le général de Gaulle va dire que la culture générale est la véritable école du commandement, on oublie toujours d'ajouter la suite de sa phrase. Il dit, au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Et on retrouve aussi, c'est vrai, quelque chose de fascinant à l'époque. Qu'est ce rapport entre la fiction et l'histoire, avec une espèce de formule magique dans les histoires qui, depuis l'épopée de Gilgamesh, qui a été inventée, conçue au XVIIIe siècle avant notre ère, bien elle reprend toutes les règles d'une bonne histoire d'aujourd'hui. D'ailleurs, les auteurs depuis ne s'y trompent pas, parce qu'ils ont toujours eu comme rôle finalement, ils l'ont conservé, de donner un sens à la vie et de le faire en utilisant des métaphores. Henri Bergson disait même en son temps que la narration nous équipe pour vivre. Et l'histoire, c'est encore et toujours un outil pour vivre, même si aujourd'hui c'est davantage sous la forme justement de la fiction. Par exemple avec les séries, c'est les plus longues formes narratives en termes de durée, plus longues que des romans, que l'être humain n'a jamais consommé. Et il les consomme, vous savez, en binge-watching, à l'affilée, jusqu'à vomir. Et selon la méthode russe de Stanislavski, qui était destinée aux comédiens, qui a été reprise par Mackie, qui est un Américain, Robert Mackie, qui a commis la Bible des scénaristes, qui s'appelle Story, ben, il existerait une forme profonde, une forme universelle, une trame commune à toutes les grandes histoires auxquelles le public réagit depuis toujours. Et qui finalement sont des variations à l'infini. La base, c'est toujours l'intelligence, c'est-à-dire la logique analytique qui va permettre de découvrir un lien nouveau, un message donc nouveau, grâce à la rencontre de deux éléments. Ça va créer une métaphore, et cette métaphore justement va créer des liens qui deviennent pour le spectateur vrais, qui deviennent vrais dans son regard sur le monde, sur la vie et aussi sur le temps, son temps, mais aussi le passé et le futur. Et l'histoire de fiction ou d'événement, c'est cette forme artistique civilisatrice. C'est la narration, c'est l'orateur autrefois, et puis le storytelling aujourd'hui, qui donne des modèles, et ce dès l'enfance, et qui permet de comprendre l'expérience humaine, et donc de civiliser les hommes, les êtres humains. Tous les récits d'ailleurs sont des métaphores de la vie, parfois qui prennent pour décor la guerre, et des métaphores de l'histoire. Et si on dit qu'elles nous équipent, c'est d'abord qu'elles sont mises au point par des narrateurs qui sont capables, contrairement à la masse des spectateurs, justement des êtres passifs, de retirer la substantifique moelle des événements, c'est-à-dire des changements. Parce que le changement, c'est la matière première de toute histoire. Ce sont ces changements qui contiennent tous des conflits, des actions, des débats. Et ce sont aussi ces événements qui sont les points de bascule de l'ensemble de ces enjeux. C'est eux qui vont agencer, à l'intérieur de ces événements, des séquences stratégiques. C'est ces séquences qui vont entraîner sur nous des émotions et qui vont générer un sens. Le but d'ailleurs de toute histoire, c'est de voir, c'est de comprendre, c'est de ressentir comment le personnage va traverser le conflit pour essayer d'atteindre son but, son désir, sa quête. L'histoire, dans sa structure, elle est composée d'actes qui eux-mêmes, comme des poupées russes, sont composés de séquences, qui sont composées de scènes, qui elles-mêmes se composent de beats, c'est-à-dire de changements mineurs mais très soudains dans la vision, dans l'incarnation, dans les sentiments des personnages. Et toute histoire a une fin. Il faut qu'elle se referme, il faut qu'elle se termine par un climax, c'est-à-dire un changement qui est tellement profond, qui est tellement holistique, qu'il est impossible pour le personnage de faire machine arrière. Et ce fameux Robert Mackie donne quelques règles sur ce design classique des histoires. D'abord, il faut qu'elles n'aient qu'un seul protagoniste actif. Il faut qu'elles aient, justement, je vous le disais, une fin fermée. C'est-à-dire qu'il faut que l'expérience intellectuelle, mais aussi émotionnelle, soit complète. Il faut qu'elle ait répondu à toutes les attentes, à toutes les questions, à toutes les émotions qu'attendaient, qui avaient été ouvertes pour le spectateur. Il faut qu'elle boucle la boucle. Les conflits
et les valeurs qui sont en jeu dans ces histoires doivent être externes au personnage. C'est-à-dire qu'en fait, tous les changements du personnage, eh bien, ils vont s'opérer dans des conflits qui le lient, lui et le monde extérieur. Ce ne sont pas des conflits internes, des conflits psychologiques. Et cette histoire, elle doit se dérouler aussi dans un continuum de temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des flashbacks, mais le spectateur doit pouvoir remettre dans l'ordre chronologique l'histoire parce que c'est ça qui lui donne justement un sens. Et enfin, pour Mackie, une histoire classique, elle doit mettre l'accent sur ces fameuses relations de cause à effet, sur le pourquoi et sur le comment de la vie, des événements, de l'histoire. C'est en fait le travail des historiens, le travail professionnel des historiens au 19e, là où ils ont échoué. Et surtout, l'histoire classique, pour Mackie, elle se déroule justement dans une réalité logique, dans une réalité consistante, c'est-à-dire dans une réalité qui a sa logique interne, ses règles cohérentes, ses pouvoirs. Quand vous regardez Game of Thrones, vous savez bien que ça ne s'est pas spécifiquement passé comme ça, mais ces règles vous apparaissent comme réalistes. Et il y a d'ailleurs une unité d'action. C'est-à-dire que le personnage doit constamment être à la quête de son désir ultime, de ce dont il a besoin, de ce qu'il veut. Il ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Parce que c'est cette quête de l'impossible rêve, de l'inaccessible étoile, comme l'a chanté magnifiquement Jacques Brel dans L'Homme de la Mancha, qui fonde toute la colonne vertébrale de l'histoire, parce qu'elle est la colonne vertébrale, le fil conducteur de toute action et de tout événement, et donc de toute histoire. Et si on parle désormais de faits alternatifs, vous savez, à l'ère de Fox News, et lorsque le président Donald Trump nous tweetait tous les jours ses rêves, donnant à son subconscient un pouvoir sur la scène internationale qui est quand même assez rare, eh bien, il faut se rappeler que pour les historiens et pour les scénaristes, pour les auteurs d'histoire, les faits sont neutres. Ils ne sont pas la vérité. La vérité, c'est justement ce pourquoi et ce comment de ce qui s'est passé. C'est la relation de causalité qui a permis à ces faits de se produire, de se révéler à un sens. Se contenter des faits, c'est finalement ce que font trop de gens, c'est-à-dire rester à la surface et leur donner un sens qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Parce que sans ce travail nécessaire d'interprétation, celui pour lequel on est en train de suivre cette formation, eh ben on passe complètement à côté du débat. On passe à côté du débat historique, du débat politique, du débat artistique. C'est lui qui va donner justement un sens ou des sens, des interprétations, des regards. Et ce que dit Mackie d'ailleurs, c'est qu'il n'existe que des fictions, qui se situent entre les faits et l'abstraction. Il n'existe que notre point de vue. Le documentaire, la biographie, c'est de la fiction pour Mackie. Les actualités aussi. Il faut l'avoir en tête quand on allume BFM ou CNN, et on ne peut pas consommer, on ne peut pas gober une information. On est obligé, pour la digérer, de l'interpréter. Et si je vous en parle, c'est justement que une des clés pour reprendre le pouvoir sur la complexité de ce monde qui nous dépasse, qui nous déborde, qui nous remplit, c'est justement de saisir en profondeur ce fameux topos, l'histoire comme maîtresse de vie, pour l'adapter à votre manière de penser, de vous informer, de vous exprimer, de comprendre et de saisir aussi, de raconter le monde. Parce que vous êtes tous des conteurs, des storytellers à votre manière. Ce qu'il faut d'abord voir, c'est qu'il regroupe 3 catégories de l'histoire à travers ses fonctions. D'abord, sa fonction de connaissance du passé, c'est-à-dire son rôle épistémique, qui a été caractérisé déjà par Pauline. Il s'agit de raconter et d'expliquer le passé sur la base de documents, de témoignages, tout ça pour connaître les événements, pour comprendre à travers ces archives la motivation, les raisons de ces différents acteurs, et puis les connexions entre les différents événements, créer cette espèce de frise historique. Mais l'histoire, elle a aussi une autre fonction, c'est une fonction didactique, qui nous permet de former, d'informer, et de nous former, de nous informer, parce que c'est la base de l'enseignement et du renseignement. C'est toujours le renseignement des histoires. Et à travers cette fonction pédagogique, on voit d'ailleurs l'enseignement de la rhétorique, l'enseignement des fameux exemples-là, des modèles ou des contre-modèles, et puis cette fonction qu'arrive, qui est la fonction pragmatique, c'est-à-dire la fonction dont on parlait d'aide à l'action, qui doit nous aider à éclairer le présent grâce aux leçons du passé ou à des connexions que l'on fait avec des événements du passé. Mais il y a une troisième fonction de l'histoire dans l'Antiquité, c'est la fonction normative, celle qui découle de son rôle didactique et qui se décompose en plusieurs opérations. D'abord, juger, avec la fonction morale de l'historien. Inspirer ensuite avec ce rôle psychologique du jugement sur le passé, qui doit éviter ou dissuader
autant qu'inspirer ou encourager, haranguer. Et puis, enfin, il doit légitimer avec cette fonction politique de justification, celle que l'histoire continue de revêtir et continuera probablement toujours de revêtir. Mais Mackie nous disait dans son séminaire, que j'ai eu la chance de suivre il y a une dizaine d'années, que lorsqu'on écrit sur soi, c'est toujours pour se justifier, c'est toujours pour se défendre. Parce qu'on retrouve cette idée finalement dans, vous savez, la punchline de Booba. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Et les conteurs, les griots, eh ben, c'est ça, c'est les vaincus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, cette logique du maître et de l'esclave se retourne. Allez dans un cabinet ministériel, dans le cabinet d'un patron du CAC 40, et vous verrez qui vous demande à longueur de journée des éléments de langage pour pouvoir réagir, pour pouvoir se justifier en réaction à l'actualité la plus chaude. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs l'actualité la plus pertinente, mais c'est leur définition finalement de ce qui fait pour eux le plus de bruit et très souvent d'ailleurs le moins de sens, à court comme à long terme. Et c'est l'exact inverse, c'est le retournement du topos de l'historia magistra vitae. C'est ça, c'est exactement ce que vous devez retourner pour construire votre propre vision stratégique. Et ensuite pour la déployer efficacement, pour faire des petits, pour inspirer d'autres à vous suivre sur ce chemin. Parce que vous ne pouvez plus être des spectateurs. Vous devez vous transformer, vous le savez, sinon vous ne seriez pas là, en acteur. Vous devez créer les événements qui vont vous rapprocher sans cesse de l'objet de votre désir, de votre quête, pour justement ne pas tomber dans l'illusion d'une action qui serait devenue impossible parce que les élites ou celles qui pensent l'être encore dédaignent, comme l'écrivait déjà en son temps Mably dans un très bel essai qui s'appelle L'étude de l'histoire, je le cite, que par indifférence, par paresse ou par présomption de profiter de l'expérience des siècles passés, eh bien, on finisse par ramener à chaque siècle le spectacle des mêmes erreurs et des mêmes calamités. Parce que c'est ça notre sujet. Ne pas oublier que nous avons un pouvoir. Hitler d'ailleurs disait au commandant de son armée, la veille de leur envahissement de la Pologne, qui se souvient du génocide des Arméniens. À l'époque, il parlait d'extermination. Le mot génocide n'existait pas encore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extermination des Arméniens n'avait même pas 30 ans quand Hitler en a parlé pour justifier l'envahissement de la Pologne. Et ce thème de la singularité du passé, c'est un thème récurrent dans toute l'histoire. Hegel, déjà à l'époque, parlait dans sa philosophie de l'histoire du caractère du temps. Celui d'être toujours autre finalement. Parce que, selon lui, l'histoire a une fonction politique. Cette fonction, dans son contexte historique à Hegel, c'est de légitimer l'État moderne. L'État qui est en train d'apparaître à son époque. Et pour lui, l'histoire, elle doit montrer qu'il est cet État moderne, l'aboutissement de toute l'histoire mondiale, comprise comme, je cite Hegel, un progrès dans la conscience de la liberté. Et à l'époque, les États-nations, justement, doivent, par leur souveraineté, par ce jeu de souveraineté, assurer la paix. Ça n'arrivera que bien plus tard. Le passé, d'ailleurs, ne peut pas être imité, parce qu'il est forcément différent du présent, et parce qu'il constitue un stade historique qui est moins avancé que le présent. Donc, il ne peut même plus nous servir de modèle. Et pourtant, tous les penseurs du progrès qui vont suivre Hegel, qui vont être ses enfants spirituels, ne parviendront tout de même pas à réduire à néant, à détruire ce topos de l'histoire maîtresse de vie, parce que, eh bien, Nietzsche et Benjamin vont le reformuler dans une tradition philosophique qui va inspirer un certain Karl Marx. Personne ne s'est autant référé à l'histoire pour inspirer ou pour légitimer son entreprise de pensée, son entreprise politique, que Karl Marx. Il souligne même au tout début de son livre Le 18 Brumaire Louis Bonaparte cette tendance qu'ont les réformateurs et les révolutionnaires des temps modernes à prendre l'histoire finalement pour modèle, à convoquer ce qu'il appelle les mânes des ancêtres pour réveiller les spectres du passé. Et il est vrai que Luther, en son temps, s'était référé à Saint Paul pour faire la réforme. Cromwell s'était référé à l'Ancien Testament. Saint-Just, Babeuf, Robespierre, tous les révolutionnaires s'étaient revendiqués à la tribune de la Constituante de la Révolution romaine. Napoléon même se revendiquait de l'Empire. Et les révolutionnaires de 1848
n'avaient à la bouche que les mots de leurs aînés de 1789. Marx distingue d'ailleurs plusieurs figures du passé. Le subit d'abord, c'est celui qui correspond à la tradition de toutes les générations passées et qui pèse comme un cauchemar, comme l'angoisse, vous savez, l'angoisse absolue, dit Baudelaire, sur le cerveau des vivants. Puis vous avez le choisi. Le choisi, c'est lorsque les révolutionnaires sélectionnent dans le champ de l'histoire les exemples, les mannes là, des précédents, pour justifier, pour inspirer leurs actions, leurs doctrines. Et enfin, vous avez le caricaturé, avec ce paradoxe de l'imitation dont nous parle Marx, lorsque par exemple Saint-Just se réfère à l'Antiquité et à la Rome antique, en appelant à se servir justement de ce passé glorieux pour transformer le cauchemar du passé en un rêve nouveau qui serait censé accoucher d'une situation entièrement nouvelle. C'est le fameux nouveau régime. C'est aussi ce que fait Yourcenar dans ses mémoires d'Adrien, quand elle plaque une logique qui est celle qui est qui est postérieure, à Adrien, l'empereur, celle de Machiavel, pour caractériser le pouvoir d'Adrien. Et Louis-Napoléon Bonaparte, d'ailleurs, qui est visé dans ce livre de Marx, qui paraît dans la foulée immédiate du coup d'État du 2 décembre 1851, celui qui a mis un terme à la Seconde République, c'est justement un exemple même de l'utilisation politique de l'histoire à des fins de légitimation. Parce que ce coup d'État, Napoléon III l'avait baptisé l'opération Rubicon, en référence à Jules César, et il n'avait pas choisi la date du 2 décembre par hasard. Le 2 décembre, c'est l'anniversaire du sacre de son oncle en 1804 et de la victoire d'Austerlitz en 1805. Et Marx, il fait bien un exprès de mettre dans son titre une métaphore pour rapprocher le coup d'État de 1851 de celui du jeune Napoléon en 1799, celui du 18 Brumaire, qui a marqué la fin du Directoire et qui finalement referme la parenthèse magique de la Révolution française. En une ligne, en quelques mots, il tourne au ridicule celui que Hugo, la même année, va caricaturer en Napoléon le Petit. Et il illustre même sa fameuse sentence, je vous la cite, « L'histoire se répète toujours deux fois. La première comme une tragédie et la seconde comme une farce. » Déjà en 1845, Marx pointait dans son livre La Sainte Fanny les limites de l'utilisation de la Grèce et de la Rome antique par Robespierre, par Saint-Just, par les révolutionnaires, qui, selon Marx, ont succombé parce que, finalement, ils avaient confondu l'antique République, la République réaliste, démocratique, qui reposait sur les fondements de l'esclavage réel, avec Athènes, avec l'État représentatif moderne, un État démocratique, spiritualiste, qui lui repose à l'inverse sur l'esclavage émancipé, celui de la société bourgeoise. Et pour Marx, c'est plus qu'une illusion, c'est une énorme illusion, parce que cette référence au passé devient carrément trompeuse dans le coup d'État de 1851, celui de Napoléon III, parce qu'elle n'est finalement qu'un travestissement qui est destiné à masquer l'objectif réel de l'action, c'est-à-dire le coup d'État. Et pour Marx, les héros de 1789 accomplirent sous le costume romain et avec des phrases romaines, nous dit Marx, la tâche de leur temps, c'est-à-dire l'émancipation et la création de la société bourgeoise moderne. Ces gladiateurs, c'est comme ça que Marx les appelle, trouvèrent dans les austères traditions classiques de la République romaine les idéaux et les formes d'art, les illusions, il nous dit, dont ils avaient besoin pour se dissimuler à eux-mêmes le contenu étroitement bourgeois de leur lutte et pour maintenir en fait leur passion à la hauteur de la grande tragédie historique que voulait être la Révolution française. Et si Marx nous dit que cette période 1848-1851 a vu l'imitation du passé virer à la parodie et empêcher la révolution prolétarienne, eh bien la tâche de son époque pour lui, c'est justement d'avoir lieu. Il ne dit pas pour autant que l'histoire devient maîtresse d'illusions, parce qu'il distingue par exemple la révolution anglaise de 1642 à 1651, en disant que la nécromancie servait alors à magnifier les luttes nouvelles et non à parodier les anciennes, à exalter dans l'imagination la tâche du moment et non à reculer devant sa solution dans la réalité, à retrouver l'esprit de la révolution et non à laisser le champ libre à son spectre.
Mais pour Marx, le topos de l'Historia Magistra Vitae devient à son époque un frein à la transformation radicale de la société bourgeoise qu'il appelle de ses voeux, et il annonce d'ailleurs la fin du culte révolutionnaire du passé en disant que, je cite, la révolution sociale du XIXe siècle ne peut pas puiser sa poésie dans le temps passé, mais seulement dans l'avenir. Elle ne peut commencer avec elle-même avant de s'être dépouillée de toute superstition à l'égard du passé. Et pour lui, les révolutions antérieures eurent besoin des réminiscences empruntées à l'histoire universelle pour finalement s'aveugler sur leur propre objet. Mais pour Marx, la révolution du XIXe siècle doit laisser les morts enterrer les morts pour atteindre son propre contenu. Et justement, Marx voit un processus à l'œuvre dans la fin de cette histoire maîtresse de vie, maîtresse d'action aussi. Histoire source d'inspiration, histoire source de légitimation. Et bien, pour Marx, le process qui est à l'œuvre, c'est exactement le même que l'apprentissage d'une langue étrangère. Il dit qu'au tout début, quand on apprend une langue étrangère, on traduit sa langue maternelle dans les mots de celle qu'on apprend. C'est un peu le mécanisme de départ. Et puis ce mécanisme, petit à petit, devient un handicap, parce que les deux langues sont quand même différentes, on y pense de manière différente, puisqu'on s'y exprime de manière différente. Et quand on a assez assimilé la langue qu'on essaye d'apprendre, on n'a plus besoin de penser dans sa propre langue, la langue maternelle. On n'a plus besoin donc de la traduire. Et c'est pareil, selon Marx, pour la révolution prolétarienne. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera comprise, qu'elle se sera comprise elle-même, ensuite seulement elle sera assimilée, parce qu'elle aura pu assimiler sa propre langue. Et là, elle n'aura plus besoin justement des mannes du passé pour se définir. Et elle pourra créer enfin de nouveau, sans se servir de l'ancien, et en oubliant justement sa fameuse langue d'origine. Même l'international, le champ international, va jeter en 1871 l'Historia Magistra Vitae aux oubliettes, puisque chacun chante le point levé du passé, faisons table rase. Et pourtant Engels et Jaurès vont dire plus tard que la République démocratique, celle de la Révolution française, c'est leur modèle, un modèle donc du passé. Et même Lénine d'ailleurs a évoqué à de très nombreuses reprises, et notamment en 89, quand il a voulu définir les voies de la révolution russe, eh bien, il a évoqué la révolution française en opposant la tactique jacobine, celle de la terreur, la technique plébéienne selon lui et selon Marx, à la démarche girondine qui était plus modérée et qui était selon Lénine moins efficace. Parce que, pour Marx, je cite, se défaire des ennemis de la bourgeoisie, l'absolutisme, le féodalisme et l'esprit petit bourgeois, eh bien, nécessitait justement cette terreur. Et tous les bolcheviks, d'ailleurs, se disaient inspirés par la Révolution française. Ils l'admettaient. Même plus tard, juste après la Révolution de 17, le gouvernement provisoire va choisir comme hymne national un chant qui date de la Révolution russe de 1905. Ce chant, il s'inspirait directement de la Marseillaise. C'est un chant qui a disparu ensuite très rapidement avec la Révolution d'octobre, mais cette image d'une foule immense, une foule de grévistes de Saint-Pétersbourg, venus avec ses enfants pacifiquement dans le grand froid, qui portaient des portraits du tsar à qui il voulait aller rendre visite pour lui demander des libertés politiques, bien cette foule qui traverse la Neva gelée va se retrouver piégée sous les balles policières. Et à ce moment-là, eh bien, il chante cette fameuse Marseillaise. C'est ce qu'on appelle le dimanche rouge. C'est une journée mythique dans la révolution russe et qui reste toujours dans l'imaginaire collectif russe, associée justement à la Marseillaise.